Le mercredi 4 mai, à partir de 18h, retrouvez votre émission Club Info et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic, du Docteur Vauduit et en partenariat avec l'association Club Cœur et Santé de Noyon. Nous évoquerons dans cette émission les dangers du tabac et les moyens pour arrêter de fumer en compagnie du docteur Dominique Demuison. Vous pourrez intervenir à l'antenne et poser toutes vos questions et vos témoignages au 03 44 75 3000. Alors n'oubliez pas votre rendez-vous du Club Info et Santé le mercredi 4 mai à partir de 18h et c'est sur Radio Puisalène. Écoutez Radio Puisalène. 18h06 et je vous laisse en compagnie d'Edwige, du docteur Vauduit et du docteur Demuison pour le Club Info et Santé. C'est à vous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Nicolas. Et il n'y a pas Ludovic. On l'excuse, Ludovic est malade. Voilà, il a trop fumé. Oh. Ah ben c'est ça, il a trop fumé et là il est vraiment intoxiqué. Il va falloir faire quelque chose, Ludovic. Eh bien bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux auditeurs de Radio Puisalène. Bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Edwige, bonsoir Nicolas, bonsoir les auditeurs. Et bonsoir les auditeurs, oui, parce que c'est très important, les auditeurs, ce soir, ils vont participer justement à cette émission. Vous composez le 03 44 75 10 30 00 pour pouvoir poser vos questions. Aujourd'hui, donc autour de la table, eh bien, nous recevons le docteur Dominique Demuison, qui est au centre d'addictologie de l'hôpital de Chauny. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Bonsoir docteur Demuison. Oui, alors on va déjà présenter un petit peu, si tu veux Nicolas, et ensuite on prendra déjà la personne qui pose peut-être déjà la première question de la soirée. Il n'y a aucun problème. Alors, docteur Dominique Demuison, on parle de ce soir d'une chose quand même qui est sérieuse, le tabac. Le tabac, et c'est vrai, c'est un danger, le tabac. C'est un danger de fumer, c'est un danger en fin de compte, c'est notre santé qui est en jeu. Tout à fait. Ça fait quand même 78 000 morts par an en France, ou si vous voulez 200 morts par jour, vous voyez. Par le tabac. Par le tabac, et ce qu'on appelle les morts évitables, parce qu'effectivement, ce sont des morts qui n'auraient pas eu lieu si la personne n'avait pas fumé. Et ce sont des morts qui vont être dans une certaine classe d'âge, on va dire de 30 ans à 65 ans environ. Oui, voilà. Et là, donc, vous voyez donc énormément de gens mourir ou être très malades du fait de leur consommation de tabac. Alors, vous dites jusqu'à 70 ans, 60 ans, 50 ans, on peut mourir du tabac. Donc, on a commencé très jeune, ou alors on peut commencer à tout âge de fumer. Actuellement, les statistiques de l'OFDT, qui est l'organisme qui s'occupe de recenser tout cela, en 2014, vous aviez quand même à peu près un tiers des jeunes qui fumaient, quoi. Voilà. Jeune, c'est-à-dire vers quel âge ? En règle générale, moi, l'interrogatoire que je fais donc au XAPA, qui est le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'âge moyen du début de la cigarette, c'est 15 ans, 14-15 ans, quoi. Voilà. L'âge moyen début. À partir de 15 ans, mais là de nos jours, ils fument beaucoup avant ça. Alors 10, 11 ans, ils sont déjà avec la cigarette, là. Oui, mais pas tous quand même, non. Je pense effectivement, quand vous avez de gros problèmes psychosociaux dans les familles, là oui, vous voyez des consommations plus tôt. Mais en fait, en règle générale, oui, on va dire 13 ans, oui. Et pourquoi alors là, c'est pareil, 13 ans, c'est quand même jeune. Qu'est-ce qui fait que le jeune de 13 ans commence déjà à fumer ? Je pense que c'est d'abord, je vous dis, pour faire comme le groupe, c'est vraiment une sorte de rite d'initiation. Il faut passer par là, et il y a quand même pas mal de jeunes qui arrive maintenant grâce à la prévention, soit la prévention par les parents ou la prévention faite par les écoles ou autres organismes. Il y a quand même des jeunes qui savent résister, mais en règle générale, c'est, je pense, un gros phénomène de groupe.
Il faut faire comme tout le monde. Oui, d'accord. Est-ce qu'on a des renseignements pour dire qu'il y a plus de filles de 15 ans ou plus de garçons de 15 ans qui fument ou non? Alors, effectivement, là, l'OFDT de 2014 montre qu'il y a effectivement à peu près le même nombre de fumeurs global, mais qu'effectivement, la proportion de filles, effectivement, est en train d'augmenter d'une manière très sensible. Alors, donc, c'est vrai que nous, ça nous amène justement à des personnes de 40, 50, 60 ans qui meurent par rapport au tabac. Donc, ce qui fait, c'est bien de faire une prévention avant, et ça fait dans les écoles. Alors la prévention, effectivement, la dernière loi de santé qui vient d'être votée a mis effectivement l'action principale sur la prévention. Alors cette prévention, effectivement, elle n'est pas forcément toujours bien mise en place, mais bon, c'est une priorité du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que c'est quand même très important déjà de faire en prévention aux écoles. Maintenant, bon, il y a peut-être dans les centres, dans tous ces lieux publics qui fait que la cigarette. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments forts où lorsque vous voyez un paquet de cigarettes avec des photos, des images qui sont assez qui perturbent, c'est ce qu'il leur faut maintenant pour justement pour avoir. Alors moi je fais partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération Addiction. Et nous, notre idée est qu'il faut rendre les gens responsables et que vous n'allez pas forcément les rendre responsables en leur faisant peur. Je pense que le message doit être commencer très tôt et en France. Dans notre région, on n'en a pas encore beaucoup, mais se développe ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, les CJC, qui sont donc des lieux où le jeune peut venir d'une manière spontanée, pas forcément obligé ni par le médecin ni par la famille, pour discuter un peu de ce problème et pour mettre dans son comportement une certaine responsabilité. Alors, il faut dire que pour l'alcool, c'est un peu différent. Alcool-tabac, c'est le même combat quand même, puisqu'en fait, si vous réunissez alcool-tabac, c'est plus de 50% de ces fameuses morts évitables entre 30 et 65 ans. D'accord. C'est l'alcool et le tabac. Donc voilà. Donc ça fait énormément de décès qui pourraient être évités. Et donc, autant pour l'alcool, on peut parler de consommation raisonnable. Oui. Vous savez, c'est les normes de l'OMS, c'est-à-dire on dit qu'un homme peut consommer 3 unités d'alcool, c'est-à-dire ça fait 3 verres de vin ou ou de bière par jour ou 21 unités par semaine. Voilà, parce que quelquefois on boit pas tous les jours, mais on boit un peu plus le week-end. Oui. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une consommation normale, non problématique d'alcool. En revanche, pour le tabac, il a été prouvé qu'il n'y a pas de consommation problématique. Plus exactement, il n'y a pas de consommation raisonnable. Toutes les consommations sont problématiques. Que vous fumiez 5 cigarettes par jour ou 30, parce que oui. D'accord. Vous avez pratiquement le même risque donc de maladies pulmonaires ou cardiovasculaires. D'accord. Et ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, ça. Oui, c'est sûr, c'est un message qu'il faut faire passer. Donc alors, là c'est vrai que c'est quand même dangereux parce que une cigarette ou un paquet de cigarettes, alors tous les jours, forcément. Tous les jours. Il y a assez peu de gens qui arrivent à fumer de temps en temps. Ça existe, mais c'est quand même très rare. Parce que le tabac est sûrement la substance la plus addictogène de toutes. C'est-à-dire que c'est très rare que si vous avez quelques fumeurs de cigares qui vont fumer de temps en temps comme ça, qui sont des fumeurs plaisir. Est-ce que c'est bon ça, oui? Alors de temps en temps, c'est un petit peu comme la cigarette, je dis une fois de temps en temps. Je dirais non, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'effectivement, une personne qui va fumer 2-3 cigares dans sa vie, il n'y a aucun problème bien sûr, mais une personne qui a l'habitude de fumer un petit peu tous les jours, pratiquement a le même risque
de maladies que les autres. Je reviens un petit peu sur la terminologie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le terme addictogène pour nos auditeurs? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? C'est un vaste sujet. L'addiction, en fait, c'est toujours hors du domaine du conscient. C'est quand même toujours une pathologie qui, disons, est hors de notre volonté. Donc, en fait, première chose, c'est l'envie d'abord de consommer de plus en plus. Le fait que si vous arrêtez cette consommation, vous n'êtes pas bien. Le fait que vous savez que c'est mauvais pour vous, mais vous continuez. Le fait que certaines personnes arrivent à se sevrer d'une substance, mais on a un critère qui est qu'ils sont toujours à l'abri ils sont pas à l'abri d'une reconsommation, en fait. Donc voilà, les critères, j'ai à peu près tous définis. Et donc avec un terme qu'on emploie souvent qui est le craving, c'est-à-dire le craving, un terme anglais qui veut dire consommation absolument irraisonnée et une envie irrépressible de consommer, quoi. Qui vous fait faire des kilomètres pour aller chercher un paquet de cigarettes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, si vous le voulez bien, messieurs, on va essayer de prendre la première personne en ligne. Nicolas, si tu peux nous envoyer Effectivement, une parce que auditrice, un auditeur. Alors c'est un auditeur, c'est un D'accord. témoignage d'une personne qui a arrêté de fumer. D'accord. Nous allons aller du côté de Venizelle, c'est à l'est de Soissons, où nous attend Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour, moi je me suis arrêté de fumer le 18 mai 2004, complètement d'une heure à l'autre. Je me suis totalement arrêté de fumer. J'avais acheté un paquet de cigarettes, de 30 cigarettes. Je peux dire la marque? Oh, Allô? non. Non, je ne dis pas la marque, c'est un paquet de 30. D'accord. J'en ai fumé 2, et les 28 autres sont restés dans le paquet. Et le paquet, je l'ai encore à la maison. Oui, mais Je me suis arrêté de fumer complètement d'une heure à l'autre. parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait... Il y a eu un déclencheur quand même. Non, c'est-à-dire que j'avais dans les mains ma lettre comme quoi je partais en retraite le 1er juillet 2004. Et je me suis dit, en retraite, il faut pas que parce que j'étais chauffeur routier. Et chauffeur routier, je fumais 40, 50 paquets de cigarettes, 50 cigarettes, 40 cigarettes par jour, au moins, hein. Alors, et je me suis arrêté d'une heure à l'autre, et je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête, et je me suis arrêté. J'ai eu du mal, beaucoup de mal, mais je me suis arrêté quand même. En fin de compte, vous aviez la volonté. Est-ce que je peux lui poser J'avais une la question? volonté, et j'ai mis le paquet de cigarettes entamé sur le tableau de bord de mon camion, et je me suis dit, je ne dois pas y toucher. Mais Je alors, ne dois pas en prendre une. est-ce que J'en je peux ai pas vous poser pris une question? Et Mais- j'y suis arrivé. Et alors, mais je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quel a été... Vous avez sûrement eu un déclic, quelque chose. Comme on m'avait dit, fumer, c'est une fumisterie, ça ruine la santé, et c'est vrai que je me sens mieux maintenant, beaucoup mieux, dès que j'ai arrêté de fumer. Ça coûte cher. Et puis, j'avais mon départ en retraite qui m'annonçait que j'allais avoir une retraite, ou bien si je me mettais à fumer trop, j'irais plus très loin. Et puis c'est vrai. Et j'ai vu un pneumatologue à Reims, à l'hôpital CHU de Reims, qui m'a dit, vous avez fumé pendant 35 ans, et malheureusement, les séquelles sont irréversibles. Est-ce que c'est vrai? Alors, bonne question. Vous retrouvez un risque égal à la population qui ne fume pas après 10 ans de sevrage de tabac, en fait. Voilà. 10 ans. 10 ans. Oui, Vous parce avez que arrêté j'ai 10 en ans. quelle année? 2004. Eh ben, c'est bon. Vous êtes maintenant, vous avez retrouvé le risque normal de cancer du poumon ou de maladie cardiovasculaire d'une personne ne fumant pas. Donc, c'est bien d'avoir tenu. C'est bien. Le pneumatologue m'a dit que
J'avais fumé pendant 35 ans parce que, comme tout le monde, j'avais commencé à fumer à l'armée, quand j'avais 20 ans. Parce qu'avant 20 ans, je faisais de la natation, et je ne fumais pas. Et c'est à l'armée que j'ai appris à fumer. Oui, comme tout le monde. Et j'ai fumé pendant 35 ans. Et le pneumatologue m'a dit que de toute façon, les séquelles des poumons, sur les poumons, du tabac pendant 35 ans étaient irréversibles. Et que même en arrêtant de fumer, ça ne changeait rien. Les séquelles étaient les mêmes. Il était quand même un tout petit peu pessimiste, puisque d'ailleurs vous en êtes la preuve vivante, puisque vous allez bien maintenant. Je vais bien maintenant, oui, je m'essouffle. Je m'essouffle beaucoup moins, voilà. Je respire mieux, je dors mieux, c'est vrai. Ça fait quand même 12 ans que je me suis arrêté de fumer. Parce que en dehors du cancer du poumon, la maladie des fumeurs, c'est ce qu'on appelle la BPCO, c'est-à-dire bronchopneumopathie obstructive chronique, qui est une maladie qui effectivement vous essouffle et vous expose à des surinfections pulmonaires permanentes et qui fait que vous perdez la moitié, voire plus de votre capacité de souffle. Même plus que ça, je pouvais plus rien faire sans être essoufflé. Voilà. Alors donc moi je reformule un peu ce que vous avez dit là. Finalement vous avez arrêté parce que vous vouliez une retraite tranquille. Quand j'ai arrêté, j'ai fait un effort de volonté. Voilà. Mais avant la volonté, vous vouliez une retraite tranquille. Avec 28 cigarettes dedans. Et je me suis dit, j'en fumerai plus une. Voilà, très bien. Et je n'ai plus. Alors j'avais un petit bâton dans mon camion. À chaque fois que je tendais la main pour prendre une cigarette, je me donnais un coup de bâton sur la main. Mais c'est un bon exemple, oui. Et j'y suis arrivé. Au bout de 15 jours, c'est devenu moins impératif, moins dur. Alors, une question. Est-ce que vous avez pris du poids? Oui, malheureusement, quand je suis parti en retraite, oui, j'ai pris du poids, mais je me suis fait maigrir. Mon médecin m'a fait maigrir. Voilà. En fait, c'est extrêmement important en cas de sevrage de tabac ça, c'est vrai. de pas négliger cet aspect, parce que la nicotine est tout à fait est une substance qui vous coupe l'appétit. Oui. Et donc, lorsqu'on arrête de fumer, effectivement, on a tendance à prendre du poids. Donc, le médecin vous avez fait ça seul ou avec un médecin? Non, tout seul. Tout seul. Un jour au matin à 9h du matin. Vous n'avez pas vu de médecin? J'ai pas vu de médecin. Eh ben, chapeau. J'ai pris aucun médicament. Oui. Aucun. Je me suis décidé à 9h du matin. 18 mai à 9h du matin. Ça vous a marqué, hein? Ah oui, ça m'a marqué. Oui. Parce que alors moi je vois dans mon petit village là, je vois des femmes enceintes qui fument. Oh là, ça. Il y a rien qui me fait plus mal que ça, parce que le bébé fume autant, non? Tout à fait. Une femme enceinte fume autant que la mère. Bien sûr. Et il vient au monde petit. Il a des crises. Il est en manque, quoi, non? Alors, il est en manque, c'est plutôt pour des drogues un peu plus dures qu'on va voir des syndromes de sevrage à la naissance. Mais effectivement, l'un des principaux risques de la consommation de tabac pendant une grossesse, c'est effectivement les petits bébés, les bébés qui naissent. Il y a un plus petit, oui. Petits et qui ne pèsent pas assez lourd, quoi. Voilà. Et c'est ce que je dis toujours à ces femmes enceintes, mais qui faites comme moi, arrêtez-vous de fumer. Hein? Surtout pour le bébé, oui, c'est quand même important. Surtout pour le bébé, arrêtez-vous de fumer. Hein? Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez eu la chance d'avoir une motivation qui vous a encouragé, qui vous a porté, et en plus vous l'avez fait seul, ce qui est d'ailleurs la majorité des Français, parce que les 80% des sevrages chez des tabagiques sont non médicalisés actuellement. Mais ces médicaments qu'on vous vend en pharmacie pour se passer du tabac, en définitive, ils mettent dans l'organisme des produits aussi dangereux que la nicotine, non? Ah, alors là, c'est un vaste débat. Effectivement, les deux molécules qui sont actuellement, qui ont l'autorisation de mise sur le marché dans le sevrage tabagique, ont été très controversées. Maintenant, les dernières études sorties, qui sont des études américaines, ont quand même prouvé qu'il n'y avait pas plus, parce que ces produits, donc ces deux médicaments, génèrent
étaient supposés générer des dépressions. Et en fait, cette étude américaine qui est sortie cette année a montré que ces deux produits, le Champix et le Ziban pour les nommer, n'ont pas plus de complications à type de dépression qu'une population normale. Ce qu'il faut dire, c'est que après un sevrage, au décours d'un sevrage, il y a toujours un petit risque de dépression parce qu'effectivement, le cerveau est un organisme qui a besoin de beaucoup d'équilibre. Les gens fument souvent pour se traiter un peu, et si vous leur enlevez cette béquille, ils risquent effectivement, s'ils ne sont pas bien accompagnés, par un médecin, une infirmière, une sage-femme, n'importe qui, tous les soignants peuvent accompagner un sevrage tabagique. Effectivement, il y a parfois des risques quand même d'apparition de dépression. Voilà. Et j'ai eu ça moi. Un peu de dépression au niveau quand je suis parti en retraite. Quand j'ai mis le camion sur le parking et que j'ai pendu la clé au clou, j'ai eu un moment de dépression et j'ai eu un moment de cafard. Mais je sais pas si c'était dû au fait que je m'étais arrêté de fumer. C'est peut-être dû aussi à ce que on a fait ça pendant 30 ans et je crois que c'est pas forcément dû au tabac, non. Ça a peut-être une petite part de responsabilité, mais effectivement, mais vous savez, il n'y a pas une personne qui va réagir pareil. Non, mais moi, je me suis bien arrêté, et j'en suis très satisfait maintenant. On voit à voir où est le prix du tabac maintenant. C'est exorbitant, le prix du tabac. Et je vois des femmes enceintes qui fument. Je vois des petits garçons de 10, 12 ans qui fument. Ça, je ne peux pas supporter ça. Hein. Et surtout, c'est pour votre santé. Et c'est pour la santé, on prend la santé, hein, Tout à fait. Ça, j'en suis absolument témoin, que quand on s'arrête de fumer, 15 jours après savoir s'être arrêté de fumer, on prend de la santé, la santé est là quand même, Eh ben, merci de nous avoir appelés. Et ben voilà. Merci voilà, pour votre... Je vais donner mon témoignage. Voilà. C'est pas la peine de prendre de médicaments. Il faut avoir de la volonté. Il faut donner un jour, un matin, un coup de poing sur la table. Dire non, je fume plus. Et puis c'est tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Au revoir. Oui. Alors, faites comme... C'est Dominique. Hein. Faites passer le message autour de vous. C'est Dominique ? C'est Bernard. C'est Bernard, excusez-moi. Merci Bernard. Faites comme Bernard, justement. Faites passer le message. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faut-il faire ? Ne pas fumer. Nous retrouverons Indila un petit peu plus tard, puisque nous avons une auditrice qui nous attend sur l'antenne de Radio Puisalène. On va redonner tout de suite la parole à Edwige, au docteur Vauduit et au docteur Dominique Demuison. Et nous allons accueillir sur l'antenne Astrid. Et elle nous vient de Compiègne. Alors, bonsoir, les Astrid. dangers du tabac, bien sûr, le sujet, c'est aujourd'hui, c'est ici dans les studios de Radio Puisalène. Comment faire pour arrêter les cigarettes, forcément par le docteur qui est là avec nous, Dominique Demuison. Bonjour. C'est Astrid. Bonjour Astrid. Bonsoir. Bonjour à toutes ces personnes qui s'intéressent au tabac. Oui. Et aux inconvénients, bien entendu. Moi, je voulais rebondir sur les paroles de votre précédent auditeur, Bernard, je crois. C'est ça. C'est bien ça. J'avais confondu au début, je pensais que c'était Pierre, mais non. Et je voulais féliciter ce monsieur qui a pris conscience des problèmes qu'il pouvait causer aux autres. Et notamment de ses remarques par rapport aux personnes qui attendent un enfant et qui fument malgré tout. Ou qui nous disent d'une manière très candide, j'arrêterai quand au bout de 3 mois. Ça ne fait rien, le mal est fait. Il faudrait que ces jeunes femmes se rendent compte de leur bébé déjà qui est très menu, qui a beaucoup de difficultés respiratoires. D'accord ? Oui. Je pense que le médecin sera d'accord. Tout à fait d'accord, bien sûr. Bon, moi je voulais attirer l'attention de ces jeunes femmes sur cette manière impérative qu'il leur faudrait d'arrêter de fumer. Ce n'est pas indispensable de fumer. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont décidé de ne plus fumer et qui se sont arrêtés d'un jour sur l'autre.
Alors, y a-t-il un peu de comédie? Je ne sais pas. Alors, moi, j'avais un père qui fumait énormément, mais de manière tout à fait désinvolte, sans s'occuper de son entourage. Je me suis trouvée avoir une maladie, cette maladie terrible que l'on nomme cancer, et à mon retour, ou de chimiothérapie, ou de radiothérapie, je toussais dès que j'entendais la fumée. Eh bien, ce père indigne, disons-le, n'arrêtait pas de fumer, et moi je toussais comme une perdue, et il me disait « Mais tu es malade, tu tousses ». Je dis « Mais papa, si je tousse, c'est parce que je suis irritée par ta fumée ». Ça lui faisait absolument rien. Alors c'est à se demander si les fumeurs ont vraiment conscience des dégâts qu'ils provoquent autour d'eux. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur les différentes raisons pour lesquelles une personne fume. Oui. En fait, on peut fumer d'abord parce que ça fait plaisir, parce qu'on aime ça. On peut fumer aussi parce que ça baisse un peu le niveau de stress et ça calme un peu. Voilà, c'est ce que j'appelle la consommation thérapeutique. Vous avez un troisième type de consommation qui est ce qu'on appelle la consommation sociale, c'est-à-dire que vous consommez, vous fumez entre amis, voilà, pendant les pauses, etc. Maintenant, en attrapant des bronchites, puisque maintenant c'est en dehors des cafés, voilà. Et la quatrième, la plus importante, c'est ce qu'on appelle la consommation compulsive. Et là, c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait, les gens qui effectivement se trouvent prisonniers du tabac à cause de cette compulsion à consommer, qui est là en dehors de la volonté, si vous voulez. Et là, je ne vous parle pas de morale, je vous parle je vous dis pas, voilà, il faut de la volonté, t'as qu'à donner un petit coup dans le derrière et ça ira mieux. Non, là, je vous parle les problèmes de compulsion. Sont des problèmes de santé graves et effectivement vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est compulsif d'utiliser sa volonté. C'est un peu comme si vous demandiez à un paralysé de faire un marathon. Il peut pas le faire. Pourquoi me disait-il tu es malade? Oui, j'étais malade effectivement, mais il pouvait quand même faire un effort. Or, ce que je voudrais vous redire, c'est que les gens qui fument n'ont aucune considération pour les autres. Ah, ça c'est un autre problème, c'est sûr. Ouais. On a fait quand même des progrès avec les lois interdisant quand même la consommation dans les lieux publics. Vous aviez avant aux abords, enfin en 1999, on pouvait compter à peu près 3000 morts par an en tabagisme passif. Ces chiffres ont nettement diminué en raison de toutes ces mesures qui ont été prises et qui fait que maintenant les gens quand même ont une certaine conscience, en majorité ont une certaine conscience de ne pas contaminer les autres personnes quand même. Je pense que là on a fait beaucoup de progrès. C'est pas encore parfait, mais on a fait quand même des progrès. Mais si vous voulez, pour revenir à cette compulsion terrible qui vous pousse à fumer, il faut pas être désespéré non plus. On a toutes sortes de techniques, en particulier de soutien psychothérapique ou les traitements de substitution, c'est-à-dire les traitements, les timbres nicotiniques, qui effectivement pour la femme enceinte peuvent être très utiles. D'autant plus que maintenant la sécurité sociale rembourse quand même jusqu'à 150 € de timbre au cours d'une grossesse. Hein. De traitement qui doit faire. Voilà. Et en fait, ces timbres peuvent être prescrits par le médecin, par l'infirmière, par la sage-femme ou par le kinésithérapeute. Donc vous avez quand même, le législateur a essayé d'étendre le plus possible ces possibilités. C'est parfait. Voilà. Je les félicite. Et donc il faut dire effectivement aux femmes que vous rencontrez qu'elles essayent le timbre. C'est quand même la mesure la plus facile et la plus efficace chez les femmes enceintes.
Alors ça diffuse dans le corps un tout petit peu de nicotine, mais à une dose, mais ça ne diffuse pas non plus les autres produits, c'est-à-dire le monoxyde de carbone et les goudrons, qui sont, si vous voulez, les produits les plus dangereux quand même dans la consommation, dans la consommation de tabac. Moi, je sais que le docteur m'a fait la réflexion que maman, n'ayant jamais fumé, elle avait les poumons dans un état lamentable à cause du tabac. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est vrai que donc depuis, on va dire depuis Simone Veil et puis ensuite la loi Evin, on a fait énormément de progrès. Oui. On y arrivera. Je pense que on y arrivera. C'est très bien ces paroles. Oui. Et en fait, donc, un sevrage tabagique chez une personne un peu trop compulsive, un peu trop qui donc ne peut pas faire appel à sa volonté, ne peut pas, alors là, effectivement, se dérouler seul. Et ce sont des gens qui ont besoin d'aller consulter dans les centres spécialisés, qui sont donc, je le rappelle, les XAPA, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et donc, il y en a un à l'hôpital de Chauny. Je demande au docteur Vauduit, je ne sais pas s'il y en a un à l'hôpital de Noyon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est à Compiègne. C'est à Compiègne. Alors, il y en a à Compiègne, à Chauny, à Ham, à Lan, à Saint-Quentin. Et voilà. Et donc, je disais tout à l'heure aussi ce qui est très important, donc les femmes enceintes, certes, mais les jeunes, effectivement, et le développement de ces fameuses consultations de jeunes consommateurs qui sont en train de se développer et qu'il faut absolument qu'on monte dans notre secteur parce qu'on n'en a pas, nous. Mais vous avez ces femmes enceintes qui ne fument plus, par exemple, ou presque plus pendant la grossesse, mais qui fument après épouvantablement encore. Vous entrez chez ces gens-là, et vous avez le bébé qui est entouré de fumée. Il faut plus fumer après non plus. Bien sûr que non, oui. En règle générale. Horrible. Moi, j'ai vu le cas. Et bon, je me suis fait incendier parce que je suis allée ouvrir les fenêtres en protégeant l'enfant du froid, etc. Mais la mère, oui, mais moi, je fume. Je n'ai pas fumé pendant ma grossesse. Mais c'est à peu près pareil. Quand l'enfant est né, qu'il est tout petit, c'est inconcevable de penser que les mamans fument encore. Il faut encore de l'information, voilà. Il faut encore les informer. Et alors, vous parlez donc effectivement de la suite de couches. Donc, effectivement, c'est une période, toutes les mamans le connaissent, où on a un moment de dépression, quand même. Les femmes, toutes les femmes passent par là et ont cette espèce de petite dépression du postpartum, donc après l'accouchement. Et en fait, effectivement, c'est à cette occasion-là que ces femmes recommencent à fumer. Et donc, effectivement, c'est encore un message à passer aux médecins et à tous les soignants. Effectivement, accompagnez bien une jeune accouchée et voilà, et faites tout pour qu'elle ne consomme pas. Moi, je leur dis quand vraiment vous êtes accro au tabac, et j'ai des mots plus durs que vous encore. Eh bien, faites un petit tour dehors à l'air libre, même avec votre bébé en poussette, ça vous fera beaucoup plus de bien que de fumer une cigarette, même si vous faites un peu de courant d'air, mais l'enfant récupère la fumée. Alors là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la thérapie cognitivo-comportementale, et c'est très bien, effectivement. C'est une de nos méthodes. On dit aux gens, vous avez envie de fumer, vous avez ce craving, cette envie irrépressible de fumer, faites autre chose, sortez, faites du sport, allez faire des courses, faites je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, faites l'amour, faites n'importe quoi, mais voilà, faites en sorte de ne plus penser. Mais alors, cette fumée, c'est quelque chose de terrible. Moi, je sais que j'ai poussé quelquefois à en tomber par terre. Eh bien, mon père ne bronchait pas du tout. Alors, je pense que le tabac doit leur annihiler certainement quelque chose dans le cerveau. C'est pas possible. Ah ben oui, c'est tout le problème. Bien. Alors, comptons sur nos docteurs, quand ils ont des femmes enceintes, déjà de les prévenir, et aussi quand les enfants sont rentrés. Les petits qui sont arrivés à la maison, ils sont encore plus vulnérables étant donné qu'ils se débrouillent par eux-mêmes après. Moi, je suis terrifiée par ce tabac qui détruit. Alors, pourquoi faut-il que ce tabac soit vendu absolument dans les... Alors là, moi, je ne suis pas du tout un économiste, mais enfin... C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, le coût social du tabac en France est évalué à peu près à 50 millions d'euros par an.
Le coût, ce que rapportent les taxes, c'est 14, c'est-à-dire infiniment moins. Donc effectivement, on vous dit toujours oui, mais les taxes vont payer les soins à faire aux gens malades du tabac. Ben non, c'est faux. Il n'y a pas assez. Il faudra encore faire des taxes plus importantes pour y arriver. Oui. Parce que malgré tout, bon, quand vous voyez le prix du tabac, d'un paquet de cigarettes, et puis le prix d'un poulet ou d'un rôti, eh bien, il vaut mieux manger normalement plutôt que de faire avaler cette fumée nocive aux gens. Oui. Ah, tout à fait, oui, c'est pas très nourrissant, ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'un peu extraordinaire. J'avais mon père, donc, qui fumait je vais pas dire comme un pompier, parce que c'est vulgaire de dire ça, mais quand il avait une radiographie, le docteur disait, mais c'est incroyable, il n'avait pas de fumée du tout dans les poumons. Donc il avait des poumons clairs, a-t-il dit, comme de l'eau de roche. Alors pourquoi ? Alors parce qu'écoutez, il n'y a absolument pas de justice en matière de médecine, il n'y a pas de justice. Vous avez des gens qui vont boire quelques verres et qui vont avoir une cirrhose, d'autres qui vont boire des litres et des litres et qui n'auront rien du tout au long de leur vie. Donc voilà, ça, écoutez, c'est probablement génétique. Hein. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ses parents fumaient. Mon père avait été abandonné et puis il était enfant de l'assistance publique. Alors on ne sait pas ses antécédents non plus. Et il n'a pas mal tourné pour autant, vous savez, parce que on dit toujours, il sort de l'assistance, donc ceci, cela, non. Il en sort des gens très bien de l'assistance publique. Mais lui avait cet énorme défaut, et moi, ça m'a marqué à vie. Quand je vois des fumeurs, je suis obligée de leur faire une réflexion, quelle qu'elle soit. Et bien souvent, quand je vois ces jeunes femmes, au sortir de leur travail, qui fument une cigarette tout de suite, je leur dis, remettez-la dans votre paquet, et la prochaine fois, quand vous en voudrez une autre, vous la remettez aussi, vous pensez à moi. Vous abîmez vos jolis poumons. Ah, quelquefois, ça fait son effet. Pas toujours. Mais enfin, une cigarette de moins, c'est toujours une cigarette de moins. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours des phrases positives, encourageantes, et de ne pas leur dire, si tu continues, tu vas mourir. Là, vous fermez complètement la communication. Je dis que la prochaine, en la remettant dans le paquet, elle me ferait plaisir. Voilà, il faut plutôt lui dire, tiens, j'ai remarqué que tu n'as pas fumé cette cigarette, je te félicite. Comme je suis une mamie, c'est souvent bien pris. Voilà. Et les jeunes filles, elles n'en reviennent pas. Elles me disent, mais pourquoi vous vous intéressez à nous ? Je dis, non, pas du tout. Mais j'ai un père qui fumait terriblement et ça m'a toujours gênée. Ah bon, la prochaine fois, on le fera, madame, on vous le promet. Et c'est pour votre santé. Et les jeunes, bien souvent, sont assez malléables, très jeunes. Oui. Merci, Astrine. Oui, voilà, écoutez. Merci, c'est gentil de votre témoignage. Votre émission m'a interpellée. Merci, c'est gentil. Eh bien, faites comme Astrine, dont justement, vous composez le 03 44 75 30 00 pour pouvoir poser vos questions au docteur Dominique Demuison, justement, le tabac. Alors, docteur, là, moi, ma première question, quels sont les dangers du tabac ? Ah, eh bien, on va lister ça avec le docteur Vauduit. Donc, déjà, je vous laisse parler de tous les problèmes cardiovasculaires. Si vous voulez, on va parler rapidement. Oui. Parce que... Alors, donc, on a déjà effectivement tous les problèmes d'artérite, qu'il s'agisse d'artérite des artères du cœur qui donnent des infarctus, qui donnent ou l'artérite des membres inférieurs, donc qui vous empêche de marcher, et qui peut aussi faire en sorte que ça peut aller jusqu'à l'amputation d'un membre. Amputation, oui. Voilà, sur le plan cardiovasculaire, voilà. Sur le plan pulmonaire, vous avez effectivement tous les cancers du poumon, les cancers du poumon, les cancers aussi de la gorge, les cancers ORL, donc tous les cancers des voies aériennes supérieures, disons. Voilà, et vous avez la grande cohorte de malades, donc ces fameux malades qui ont donc une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui sont des malades qui vont se révéler aux alentours de 50 ans, qui ont fumé depuis 18-20 ans, qui ont fumé donc pendant 20 ou 30 ans, et qui vont se retrouver donc avec une capacité pulmonaire
tout à fait diminuées, qui sont étouffées au moindre effort, et qui, en plus, sur un fait qui attrapent des bronchites l'hiver très fréquemment, et donc qui ont donc des vies extrêmement gênées par cette pathologie. Voilà, ça, je pense qu'on a listé les plus gros. Voilà, les principales maladies du tabac. Alors, qui sont des maladies graves. Hein. Oui, mais bien sûr, aussi bien hommes que femmes. Aussi bien que hommes que femmes. D'accord. Et actuellement, au point de vue cardiologie, on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de femmes qui présentent des crises cardiaques, des infarctus jeunes. Donc, ce sont des femmes qui ont fumé il y a 30 ans, enfin 20 ans déjà, pilules, stressantes, vie stressante, responsabilité. C'est disons que la Fédération française de cardiologie nous incite à d'abord faire le diagnostic, parce qu'une femme qui a un infarctus, c'est pas exactement les mêmes signes que les hommes, et donc toujours la prévention chez les femmes également, naturellement. Oui, alors ça, le problème des accidents cardiaques et vasculaires cérébraux chez la femme, donc ont été annoncés depuis longtemps, puisque effectivement, association pilule, tabac, plus alcool, effectivement, on voit que les femmes sont en train de rattraper d'une manière phénoménale les statistiques donc des hommes. Et en particulier chez les femmes, les jeunes ménopausées, voilà, en fait les femmes qui arrivent tout à fait en fin d'activité sexuelle, hormonale. Et donc, c'était un peu une histoire d'un naufrage annoncé un peu, quand même, ça. On le savait depuis un moment. Et est-ce que dans vos consultations de sevrage du tabac, vous avez plus d'hommes ou de femmes? J'ai plus de femmes que d'hommes pour l'instant, mais au niveau d'un centre, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur statistique. Mais alors moi, j'ai deux types de recrutement. Le premier recrutement, c'est justement ces gens qui ont eu soit un problème de pulmonaire, un problème de bronchopneumopathie obstructive, ou un problème donc d'accident coronarien. Donc ceux-là sont incités par le pneumologue ou le cardiologue à venir nous voir. Hein. Donc à l'hôpital de Chauny, ça c'est un recrutement très fréquent. L'autre recrutement, ce sont c'est donc par la ville, les gens qui viennent nous voir, pas forcément à la demande de leur médecin traitant, parfois oui, parfois non, et qui sont alors là motivés en règle générale. On retrouve deux types de motivation que le premier monsieur là avait bien exprimé. À savoir la peur d'être malade, ça c'est sûr. La peur de ne pas pouvoir profiter de sa retraite, la peur, voilà. Et la deuxième, c'est quand même l'aspect financier, parce que ça coûte de plus en plus cher. Et donc là, je vois quand même beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, ben oui, moi, l'aspect financier est important dans ma motivation. C'est vrai que ça coûte cher un paquet de cigarettes, hein, comme disait la dame, vaut mieux s'acheter un poulet. Hein. Non, mais c'est vrai, au moins on mange bien que d'aller fumer un paquet de cigarettes. Hein. C'est équivalent, c'est vrai, ça doit être 8 € un poulet, et je pense le paquet de cigarettes, ça doit être à peu près ça. Hein. Je sais pas trop, parce que moi je suis pas une fumeuse. Hein. Moi non plus. Au moins. Moi non plus. C'est vrai que alors là c'est vrai que c'est quand même c'est dangereux, tout le monde le sait. Là maintenant, la femme ou l'homme qui a fumé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. À l'heure actuelle, elle veut arrêter. Elle a, je sais pas moi, 50 ans, elle veut arrêter.
comment elle peut faire pour justement se faire aider pour arrêter de fumer? Alors, une consultation sevrage tabagique, ça se passe de la manière suivante. On commence par recevoir les gens et on essaye d'abord on fait ce qu'on appelle le test de Fagenström, qui est un test qui montre un peu justement le niveau de consommation, le niveau problématique de la consommation. Bon, voilà, déjà c'est important. On leur demande combien de cigarettes les gens fument, etc. Depuis quel âge. Et puis après, on va poser toutes sortes de questions sur leur motivation et sur leur confiance en eux-mêmes. Hein, c'est très important de savoir dès le départ si on est comme le premier monsieur qui, lui, avait tout à fait confiance en lui, oui, ou si on est plus fragile et auquel cas on a quand même besoin de plus de soutien. Donc ça, c'est important. Ensuite, on va essayer de déterminer justement quelle est la raison pour laquelle la personne fume. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt pour le plaisir? Est-ce que c'est plutôt pour se soigner un stress? Est-ce que c'est plutôt parce qu'on fume avec les copains? Ou est-ce que c'est vraiment irrépressible et que voilà, on se pose même plus la question de pourquoi on fume. Et donc c'est en dehors du champ de la volonté. Donc ces 4 raisons de fumer, elles peuvent se mélanger les unes aux autres et on va essayer de voir quelle est celle qui est la plus prévalente, ce qui va nous permettre d'adapter le traitement. Alors les traitements. Vous voulez qu'on parle un petit peu des traitements maintenant? Oui, on va en parler des traitements. Voilà. Donc vous avez d'abord, vous pouvez très bien avoir une simple abstinence et rien, ça peut arriver. Le monsieur nous l'a prouvé tout à l'heure. Oui. Bon, c'est quand même des cas assez rares. Après, au fur et à mesure des consultations, on a deux moyens. Soit on dit aux gens, vous allez vous arrêter complètement. Hein? Ok, on s'arrête. Oui. Et là, vous venez, on va vous accompagner dans votre démarche. Ou alors, chez certains patients un peu trop fragiles ou trop compulsives, on va, au départ, amorcer une diminution de la consommation. C'est déjà important. Mais c'est pas une finalité, car je vous l'ai dit tout à l'heure, diminuer ne suffit pas à enlever le risque. Hein. Oui. Le risque sera le même. Donc voilà. Si on opte pour un sevrage brutal, on a comme moyen les patchs, donc les patchs nicotiniques, Oui. qui sont à des dosages différents. En règle générale, les patchs les plus forts, c'est 21. Hein, et ces patchs-là, en fait, on compte à peu près une cigarette par milligramme de produit. Donc, si vous fumez 20 cigarettes, vous avez un patch à 21. Voilà. Vous avez ensuite les chewing-gums et les petites tablettes à fondre dans la bouche, qui sont bien pour les gens un peu compulsifs, justement, qui ont besoin de passer leur nerf sur quelque chose. Oui, c'est vrai. Vous avez ensuite, alors les 2 fameux médicaments, le Champix et le Ziban, dont les effets sont quand même pas, dont le taux de réussite n'est pas extraordinaire, hein, donc on va les oublier assez vite. Hein. Alors ensuite, vous avez, pour certains patients trop anxieux, vous pouvez quand même vous servir d'anxiolytiques, hein, de benzodiazépines, que l'on va donner à dose filée et le moins longtemps possible. Pour certains patients déprimés, vous pouvez aussi envisager de leur donner un traitement antidépresseur. Hein, ça peut arriver, ça. Voilà. Ensuite, vous avez ça, je vous ai parlé un peu des traitements médicamenteux ou de substitution. Ensuite, vous avez tous les traitements d'accompagnement psychologique, donc, qui sont les techniques de thérapie, telles que les thérapies cognitivo-comportementales, qui demandent aux soignants une certaine formation, mais qui permettent quand même de bien accompagner et au fur et à mesure des consultations arriver donc à ce que la personne ait la motivation la plus forte pour pouvoir vraiment assurer ce sevrage sans difficulté. Alors au centre, on a pour ça au centre Chauny, donc nous sommes 2 médecins. 2 médecins, une sage-femme. C'est très important d'avoir une sage-femme, je vous dis, parce que donc pour tous les problèmes donc de mère-enfant. Nous avons une psychologue
donc qui est là à plein temps et donc qui, elle, a ce rôle donc d'accompagnement psychothérapique. Et puis nous avons aussi une infirmière qui est là pour comme la psychologue a beaucoup de travail, l'infirmière est formée aussi pour jouer ce rôle d'écoute psychothérapique. On a une assistante sociale parce que c'est hyper important de voir aussi tous les problèmes sociaux qui peuvent soit générer d'une consommation ou soit découler de la consommation. Ça peut être la consommation peut être la cause ou l'effet, ou les deux. Donc voilà. Alors il y a une dernière dont on va sûrement parler. Je ne sais pas si on en parle maintenant parce que c'est important. C'est la cigarette électronique qu'on ne devrait pas appeler cigarette électronique, mais qu'on devrait appeler vaporette parce qu'en fait, oui. Voilà. Voilà. Cigarette, c'est trop. Ça a une connotation trop proche du tabac et rien que le terme fait que beaucoup de gens vont vous dire non c'est pas bien, etc. Alors là j'ai une petite idée, je sais pas si on en parle maintenant. Alors je voulais revenir un petit peu sur les médicaments, sur patch et tout cela. Je pense que vous avez dit que c'est remboursé. Enfin, il y a un crédit de 150 € chez la femme enceinte. Alors, et pour les autres, vous avez un crédit de 50 € par année civile pour 50 € les personnes lambda. Et pour les femmes enceintes et les personnes atteintes d'un cancer, donc là vous avez 150 € par an, voilà, par année civile. Par année civile également. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a une avance actuellement, il n'y a pas chez les pharmaciens une avance à la dépense, quelque chose comme ça pour les. Alors. Pas à ma connaissance. En pharmacie d'hôpital, oui, on peut délivrer dans certaines conditions, pour certains patients ayant des difficultés économiques, on peut délivrer gratuitement. Mais c'est pas pour tout le monde quand même, ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le coût de ces médicaments, en gros, hein? Alors, c'est à peu près. C'est vrai que c'est à peu près une boîte de timbres fortement dosée. Là, c'est à peu près ça va dans les 50 €. Donc effectivement. Et c'est remboursé. Oui, on va être remboursé une fois. Hein, c'est ça. Donc c'est pas encore tout à fait parfait. Oui, c'est ça. Mais mon argument, et l'argument de tous les médecins, c'est de dire quand même qu'à partir du moment où vous faites une économie de 300 € par mois sur votre consommation de tabac, vous pouvez payer 50 € de timbre. Exactement, hein? Oui, parce que c'est quand même que les gens se responsabilisent un petit peu. Oui, c'est 7 € là, le paquet. Voilà, moi j'ai quand même beaucoup de gens qui dépensent 300 voire plus, 300 € voire plus par mois en tabac. Alors, exactement. Dites-nous, est-ce que c'est long? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est hospitalisé? Est-ce que ça se passe à la maison? Comment ça se passe là? Alors, si je veux faire un non, traitement. on n'est pas hospitalisé. Je dirais que moi, je vois en règle générale les gens 3 ou 4 fois. Par mois? Non, je vais les voir. 1 ou 2 fois par mois le premier mois. Ça dépend. Je vous dis, là, c'est vraiment à la carte. Hein, ça dépend des gens. Si vous sentez que la personne est fragile, vous pouvez peut-être lui dire de venir toutes les semaines. Donc ça, c'est sûr. Mais en règle générale, 3, 4 consultations, ça va. Parfois, on va tomber sur des problématiques compliquées. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent pour un sevrage tabagique, vous les interrogez sur leur vie, sur leur mal-être, et vous tombez sur des difficultés psychosociales extrêmes qui font que quelquefois vous pouvez dire à la personne, écoutez, vous reviendrez un petit peu plus tard, pour l'instant, réglez vos problèmes, on verra un peu plus tard, votre démarche, pour l'instant, elle a un gros risque d'échec, et donc revenez un peu plus tard. Ça nous arrive, ça. C'est vrai, l'échec peut arriver parce qu'il y a des personnes qui craquent aussi au plein milieu d'un traitement. Hein. Alors, c'est dans la définition, je vous ai dit l'addiction tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on doit toujours prendre en compte
une éventuelle reconsommation. Alors là, le conseil qu'on donne à nos patients, c'est de venir tout de suite. Ce qu'ils ne font pas forcément, parce que le problème de la reconsommation, c'est que pendant un moment, vous allez trouver ça très agréable, finalement. Vous allez retrouver vos sensations de lune de miel du départ. Et donc, en règle générale, les gens vous disent « Oh, docteur, je suis pas revenu parce que je voulais pas vous décevoir ». Bon, c'est gentil de le dire, mais la vraie raison souvent, c'est qu'en fait, pendant un mois ou deux, finalement, ils se disent c'est génial de fumer. Et puis le piège se referme très vite. Hein. Mais donc, vous avez cette fameuse lune de miel qui va les berner pendant un mois ou deux. En fin de compte, le travail que vous avez fait en amont, ça sert à rien parce que là, comme vous dites, s'il a pris des médicaments, ça coûte cher, tout ça. Et puis si c'est pour rechuter. Ah, mais là, vous me découragez beaucoup, là. Vous êtes dur non, avec moi. Non, mais en règle générale, donc, moi, je pense qu'effectivement, on n'a pas 100% de succès. D'accord. Mais je dirais que moi, je suis pas loin de 75% de succès à partir du moment où c'est bien mené et avec possibilité, je vous dis de temps en temps, de rechute, de reconsommation. Mais là, il faut être très vigilant. Il faut vraiment, effectivement, bien prévenir les gens du fait qu'ils auront pas du tout envie de venir. Il faut déjà que je les prévienne. Vous allez avoir cette lune de miel. Vous allez aimer ça. Donc vous reviendrez pas. Donc c'est là que vous direz, c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème. C'est à partir du moment où vous dites, tiens, non, j'irai voir le médecin dans 2 mois. Le problème, il est là. D'accord. Et il faut venir tout de suite. Et si vous revenez, donc dans la semaine, vous avez consommé, et nous, on fait en sorte que ça patchouni de ne pas avoir du tout de délai de rendez-vous trop long. Oui. Et bien voilà, on va essayer de remettre la personne en confiance et on va reprendre ça. D'accord. Autre moyen, forcément, le timbre, qu'est-ce qu'il y a encore? Les médicaments. Cette fameuse cigarette électronique que l'on appelle vapo. On peut l'appeler vaporette. Vaporette. Alors là, c'est pareil, c'est le tout nouveau dernier joujou qui est arrivé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça remplace? Est-ce que on a passé 2 jours à Paris au ministère de la Santé au début du mois d'avril. Sur ce sujet, ce qu'on appelait l'audition publique qui était faite par la Fédération française d'addictologie, une audition publique à laquelle j'assistais et pendant laquelle les experts de tout pays, de toute discipline sont venus nous parler des problèmes de limitation des réductions des risques. En fait, parce que un des bras actuels de la politique de santé publique en matière d'addictologie, c'est ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire qu'on prend le patient où il en est et avec ce patient, on fait en sorte qu'il ait le moins de dégâts possible sur sa santé et sur la santé des autres. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la réduction des risques. Donc ça, c'est un concept qui a débuté au moment de l'épidémie du sida, quand on a commencé à donner des seringues, programmes d'échange de seringues gratuites, etc. Donc là, on a quand même beaucoup évolué depuis ce temps-là. On n'est pas simplement dans l'échange de seringues, on est dans, effectivement, faire en sorte que le patient, au jour J, là où il en est, on arrive à donner à ce patient au jour J, là où il en est, le moins de risque possible de faire une complication. Alors, la cigarette électronique fait partie de cet arsenal de réduction des risques. Certains en particulier les cigarettiers ont lutté beaucoup contre ça parce qu'ils ont été un peu surpris. C'est pas eux qui ont qui ont lancé cette idée-là. Donc voilà. La cigarette électronique, c'est en fait de la vapeur d'eau. Et si on prend des solutions avec de la nicotine, ce qui est logique, hein, parce que si vous voulez un sevrage tabac par la cigarette électronique, vous devez quand même faire baisser votre taux de nicotine dans le sang petit à petit. Donc il vous faut des solutions à mettre dans la petite vaporette, oui. Avec de la nicotine. Je rappelle que la nicotine, certes,
va effectivement faire maigrir, va mettre les gens un petit peu en éveil, mais n'a pas ces dangers délétères des goudrons et du monoxyde de carbone et autres milliers de produits qu'on a dans la combustion du tabac. Oui. Donc, la communauté scientifique internationale, en addictologie, est quand même unanime pour dire que c'était quand même un énorme progrès et que ça apporte beaucoup quand même, et que ça permet effectivement donc de sauver des vies en substituant effectivement la combustion du tabac par de la vapeur d'eau et effectivement peut-être un peu de nicotine dedans ou alors un peu de produit, ce que vous voulez, de la framboise ou de je sais pas quoi, de la menthe, ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de parfums maintenant, c'est vrai, qui existent. Et donc ça a quand même, maintenant on a un recul quand même de une bonne dizaine d'années quand même. Oui. Et en fait, la communauté scientifique est unanime à dire que c'est quand même intéressant et que ça apporte un mieux au problème du sevrage du tabac. Donc là, on n'est plus tout à fait dans le sevrage, on est dans la substitution. Alors, un des inconvénients qui a été pas mal discuté au niveau de l'Agence de sécurité du médicament, c'était de dire oui, mais la cigarette électronique, ça peut être aussi une nouvelle entrée dans l'addiction, dans la consommation. Hein. Alors, pour l'instant, les études montrent que c'est même pas 5. Vous avez moins de 5% des personnes qui ont commencé par la cigarette électronique et qui ne fumaient pas avant. Donc c'est relativement peu. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai ce que vous dites parce que j'ai mon frère qui a la cigarette électronique et puis je suis un petit peu assez curieuse de lui prendre de temps en temps. Je lui dis mais c'est pas mauvais ce que tu fumes, tu vois. Non mais il me dit touche pas à ça. Mais bon, c'est vrai que ça inciterait un petit peu parce qu'il y a des bonnes odeurs quand même. Hein. Oui. Ils ont fait bien les choses avec des goûts tout à fait différents. Hein. Oui. Mais enfin, en matière de sevrage tabagique, il faut pas prendre des goûts trop. Il faut prendre des produits contenant de la nicotine. D'accord. Parce que sinon, vous allez avoir un manque physiologique dans votre sang qui va être peut-être mal perçu, quoi. On retrouvera M. Pokora et Tal un petit peu plus tard dans la soirée puisque nous avons des auditrices qui appellent sur le standard de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Patricia, elle nous appelle de Soissons. Bonsoir Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Je voudrais vous demander un renseignement s'il vous plaît. Est-ce que la cigarette électronique ça peut jouer sur les bronches, qu'on respire mal la nuit? Alors non, la cigarette électronique, c'est un produit actif qui peut être un parfum ou qui peut être de la nicotine, plus de la vapeur d'eau. Donc, toutes les études depuis 10 ans n'ont pas du tout montré un effet néfaste sur les bronches. D'ailleurs, on soigne les bronchites quelquefois par des aérosols. Donc voilà, tout dépend ce qu'on met dans l'aérosol. Et non, je réponds très franchement à votre question. Il n'y a pas de complications bronchiques connues à ce jour en ce qui concerne la cigarette électronique. Bon, parce que mon mari avait des problèmes en ce moment de respirer la nuit, et je me demandais si ça venait pas de ça, du vapotage. Ah, alors là, il faut quand même peut-être qu'est-ce qu'il a comme problème? Expliquez-moi un peu. Eh ben, c'est que il arrive plus à respirer, il est obligé de s'asseoir. Ouais. Et parce qu'il n'arrive pas. Il a quel âge? Il a 66. 66 ans. D'accord. Il aura bientôt 67. Ouais. Et donc il voit son médecin régulièrement ou pas? Oui. Et est-ce qu'il en a parlé à son médecin de cette... Ah non, mais comme en ce moment, il y a un problème aussi avec les médicaments, on sait pas si... moi, je pense que j'avais des médicaments, mais je voulais quand même être sûr par rapport à la vaporette, quoi. Alors, moi, il faut d'abord que votre mari aille voir son médecin pour lui parler de ça, c'est sûr. Mais il y a très très peu de chances pour que la cigarette électronique soit responsable de son essoufflement. Bon, parce que moi, j'avais dit quand même, je préférais demander. Non, mais vous avez raison. Voilà, quand j'ai entendu que c'était sur ça, j'ai dit tiens, comme j'écoutais la musique, j'ai dit je vais téléphoner pour savoir.
Merci de nous écouter, c'est gentil. Ah ouais, tout le temps. Merci. Même le dimanche matin. J'embrasse toute l'équipe, merci. D'accord. Merci. C'était votre dernière question? Oui. Merci, D'accord. c'est gentil. Merci. Faites comme, justement, je me rappelle plus de son prénom, excusez-moi. Patricia. Faites comme Patricia, vous pouvez appeler justement pour pouvoir poser des questions. Alors, moi, docteur, la cigarette électronique, le jeune qui n'a jamais fumé, qui a 11 ans, au lieu d'aller chercher un paquet de cigarettes, est-ce que c'est pas mieux qu'il aille directement aller fumer la cigarette électronique? Est-ce que ça serait peut-être moins dangereux Alors, c'est une question de fond, là, que vous posez. Alors, moi, je vous réponds, est-ce que vous pensez que l'addiction est un phénomène profondément humain? Est-ce qu'on a tous, plus ou moins, un problème d'addiction? Le problème, il est là. Oui. Donc, effectivement, un jeune de 11 ans, il peut déjà avoir un petit problème d'addiction, voilà. Mais c'est quand même un âge très malléable. C'est un âge où, si vous commencez à calmer ces problématiques par un produit quel qu'il soit, vous allez complètement modifier la maturation de son cerveau. On a dans notre cerveau un centre qui s'appelle le centre du plaisir et de la récompense, qui est un centre qui va, d'une manière automatique comme ça, garder les bonnes expériences d'un côté et mettre les mauvaises expériences de l'autre. Donc une bonne expérience, le cerveau s'en souvient. Une mauvaise expérience, le cerveau s'en souvient aussi, mais d'une manière négative et autrement. Lorsque vous fumez, que ce soit du tabac, du cannabis, lorsque vous prenez de l'alcool, lorsque vous prenez un produit psychoactif, disons, qui va intervenir au niveau de votre cerveau, il va, d'une manière ou d'une autre, anesthésier ce centre du plaisir et de la récompense. Et l'enfant, le jeune de, on va dire, 13 ans à 25 ans, qui fume ou qui consomme quelque produit que ce soit, va donc avoir un handicap au niveau de la maturation de sa personnalité, et donc va être beaucoup plus faible devant les épreuves, et va toujours un peu se réfugier par un produit, donc dans une sorte d'anesthésie, et qui fait qu'il n'avance pas. Il a une espèce de ce qu'on appelle aussi un syndrome amotivationnel, c'est-à-dire qu'en fait, il évolue plus. Et il ne peut plus aborder les problèmes donc comme il devrait le faire s'il ne prenait pas de produit. D'accord. Alors, vous me dites le fait c'est vrai, fumer, est-ce bien d'avaler la fumée ou de ne pas l'avaler? Parce que ça, c'est pareil. Il y en a qui s'avalent, il y en a qui recrachent, il y en a qui cigarettes. Bon, je crois que la majorité des fumeurs, les vrais fumeurs, avalent quand même. Avalent, d'accord. Ouais. Et c'est ce qui fait très mal, bien sûr, au cerveau, aux poumons, à tout ça. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Docteur Vauduit. Oui. J'ai fait un petit peu dans le cadre de Club Cœur et Santé. Je fais des exposés pour les jeunes en primaire, 10-12 ans, et je me suis aperçu que si je demande qui a fumé la cigarette électronique, il y a plus de doigts qui se lèvent que ceux à qui je demande, dans la classe, je demande est-ce que vous avez déjà fumé une vraie cigarette? Oui. Enfin, je vous livre comme ça mon expérience personnelle. Voilà, alors je dis les statistiques d'entrée... et là, c'est pour les 10-11 ans, là. Oui. Ils sont en primaire, là. Oui, tout à fait. Je pense que là, enfin, je ne sais pas si on peut reporter votre observation, donc je dirais noyonnaise, à donc une statistique nationale. Mais je vous dis, pour l'instant, les études montrent à peu près 5% de personnes, effectivement, 5% des consommateurs des fumeurs de vaporettes, là, ont commencé alors qu'ils ne fumaient pas de tabac, globalement, sur les statistiques actuelles. Oui.
Alors les jeunes, évidemment, le jeune va vouloir imiter son père, peut-être. Voilà, le frère, le cousin. Là, il faut voir aussi la différence entre l'expérimentation, c'est-à-dire le jeune qui va lever le doigt, c'est peut-être qu'il a fumé une fois. Son père lui a dit, ou en dehors de la vue de son père, il a essayé la cigarette électronique de son père. Là, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est pas la consommation régulière. Ah non. Voilà. Et ça veut pas dire qu'il y a une consommation. Voilà. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une plus facilité pour les jeunes de 10 ans à essayer la cigarette électronique que essayer une vraie cigarette, en quelque sorte. Alors là, je n'ai pas de réponse à vous donner. J'espère que non, parce qu'effectivement, ça serait pas formidable, mais bon. Alors, ce qui est dangereux aussi, c'est ce que disait la dame tout à l'heure. C'est vrai que quand une personne fume, s'il y a 5 personnes dans la salle, ces personnes fument autant que la personne à la cigarette. Oui. Oui, je vous dis. Vers les années 2000, c'était 3000 morts par an. Actuellement, quand même, enfin, je pense que vous voyez ça, vous, dans vos réunions de famille ou autour de réunions, quand même, les fumeurs, maintenant, je ne connais plus un fumeur allumant une cigarette dans un salon. Donc, voilà, ils sortent. Voilà, moi, je pense que quand même, on a fait un grand pas de ce côté-là. C'est bien aussi. Et ce que disait la dame tout à l'heure sur la mère qui fumait en présence de son enfant, je pense qu'effectivement, on en voit encore. Mais bon, je pense que c'est peut-être lié là à d'autres difficultés psychosociales et donc qu'il faut d'ailleurs qu'on prenne en charge aussi. Hein, mais je veux dire, je pense pas. Je pense que dans les familles, ça m'embête de dire ça parce que ça voudrait être un peu péjoratif pour les autres, mais les familles responsables, si vous voulez, qui ont la capacité d'être responsables, voilà, on ne voit plus ce genre de comportement. Mais effectivement, les familles peut-être en détresse à cause de l'alcool, à cause de la drogue, à cause de tout ce que vous voulez. Oui. Là, effectivement, on va peut-être voir des comportements à risque, pour tout le reste de la famille. Alors, c'est vrai que la femme enceinte, qui est enceinte, donc qui a fumé avant, qui s'arrête pendant les 9 mois, et qui reprend derrière, il n'y a pas quand même, pendant ces 9 mois qu'elle n'a pas fumé, il n'y a pas danger quand même pour le bébé? Même si elle n'a pas fumé pendant ces 9 mois. Mais par contre, elle a fumé pendant 20 ans après, et puis après, elle va refumer. Non. Non, d'accord. Non. Alors, donc, c'est bien ça, de s'arrêter pendant ces 9 mois, c'est bien de s'arrêter pour le bébé. Tout à fait. D'accord. Oui. Là, c'est vrai que c'est bon à savoir aussi. Oui, parce que vous voudriez dire, sinon, vous vouliez dire que c'est pas la peine d'arrêter si déjà l'intoxication est déjà faite. Oui. Mais non. Oui. Primordial de s'arrêter. Voilà, c'est très important pour le bébé. Hein. Oui, tout à fait. Là, il faut faire quand même l'effort pour dire, le bébé, pendant 9 mois, il prendra pas de fumée. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'était une question aussi. On retrouve tout de suite Edwige, le docteur Vauduit et le docteur Demuison pour le Club Info et Santé. Alors, on avait une auditrice qui avait appelé il y a quelques minutes. On va lui demander de nous rappeler puisque maintenant, là, on a repris l'antenne. Alors, docteur, moi, je fume beaucoup et j'ai envie d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que je dois faire? Vers qui dois-je me tourner? Premièrement, je vous conseille d'en parler à votre médecin traitant. Hein. C'est la première chose. Vous en parlez à votre médecin traitant. Oui. Lui, soit il prendra le temps, s'il a le temps et s'il a la fibre. Oui. Il vous prendra en charge, il peut très bien le faire. Oui. Mais s'il ne peut pas le faire, s'il ne veut pas le faire, ou si techniquement il pense qu'il n'est pas tout à fait au point, il peut vous envoyer vers ces fameux XAPA. Des XAPA, il y en a à Chauny, à Noyon. Non, pas à Noyon. À Noyon, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. À Compiègne. À Compiègne. À Saint-Quentin, il y en a 2 à Saint-Quentin. À Soissons, il y en a, je crois, 1 ou 2 aussi. Enfin, dans toutes les villes, vous avez ce type d'établissement, ce type de structure, avec toute une équipe qui est là, qui vous accueille et qui va prendre votre problème d'addiction dans son ensemble, pas simplement médical, mais médico-psychosocial. Voilà. Oui, parce qu'il y a un suivi quand même. Voilà, et c'est gratuit, il faut le dire.
Hein, ce sont des consultations gratuites et qui permettent un accès à tout le monde. Alors, une fois que c'est gratuit, d'accord, j'ai fait ma consultation, il y a peut-être cette petite... il faut quand même connaître tout sur... Alors moi, le médecin traitant décide de traiter lui-même le problème. Il peut trouver sur Internet tous ces documents et il peut faire tous les documents, donc tous les outils de travail. Il peut les trouver sur Internet s'il veut. Bon, souvent, je vous dis, les médecins actuellement n'ont pas le temps, ils sont complètement débordés. Ça va être de pire en pire dans les mois à venir. Je pense, oui. Donc, il n'a pas toujours le temps. Donc, à ce moment-là, les structures telles que les XAPA peuvent l'aider. Et à ce moment-là, effectivement, on a une démarche assez protocolisée, hein, mais je veux dire, dans la démarche est protocolisée, mais si vous voulez, l'action qui va être menée vis-à-vis du patient est tout à fait diversifiée en fonction de son profil. D'accord. Voilà. S'il a de gros problèmes psychosociaux, ça va être d'une certaine manière. S'il a de gros problèmes psychiatriques, ça va être d'une autre. Voilà. S'il a un problème cardiaque et qu'il a un besoin d'arrêt urgent, ça va être encore autre chose. Oui. Voilà. On va un peu s'adapter à chaque patient. Disons que dans la structure, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, mais oui, je vous dis... pour prendre le patient en main. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est important. Alors, docteur, si vous voulez, on va prendre une auditrice ou un auditeur. C'est une auditrice, elle nous appelle de Mondécourt. On va retrouver tout de suite Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir. Allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. On vous entend. Moi, je vous appelle parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté de fumer il y a 10 jours. Oui. Voilà. Sans aide, et pour l'instant, ça va. Bravo. C'est très bien. Je voulais savoir si... Voilà, je voulais savoir, en fait, j'ai surtout arrêté de fumer parce que j'avais l'impression que ça avait un lien avec l'état de ma peau. Alors, je voulais demander au docteur si ça a un lien, parfois, la cigarette et les boutons, par exemple, ou... Alors, il n'y a pas un lien direct, mais c'est votre seule motivation? Ou vous aviez d'autres motivations? Non, j'ai d'autres motivations. Le matin, quand je me réveillais, j'avais mal à la gorge et puis de toute façon, j'avais envie d'arrêter depuis longtemps. Voilà. Donc non, il y a plusieurs motivations. Oui. Parce qu'effectivement, je comprends très bien ce problème de peau, mais là peut-être qu'il faudrait voir un dermatologue. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas sûrement les méfaits du tabac vont pas être en priorité sur la peau, hein, ça sûrement pas. En revanche, là, vous venez de dire que le matin, vous étiez pas bien, vous avez mal à la gorge. Là, vous êtes en plein dans le sujet. Et là, effectivement, si vous avez pris conscience de ça, et depuis 10 jours, ça va mieux ou pas? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, ça vous encourage à continuer. Bah oui. Oui. J'ai plus envie de toucher une cigarette d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je me demandais si en fait il y a surtout un moment où en fait au début on se sent possessionnel et on a l'impression que ça va être facile parce que pour l'instant j'ai pas du tout envie de toucher à une cigarette. Et je me demande si ça va revenir l'envie de prendre une cigarette, alors je sais pas, avec une petite bière, quelque chose comme ça. Alors effectivement, ça c'est une excellente question. Parce que effectivement la problématique c'est ça, c'est qu'un jour ou l'autre vous allez forcément avoir envie de fumer. Forcément, un jour, ça va vous prendre aux tripes et vous allez vous dire, ça y est, j'ai envie de fumer. Voilà. Bon. Et le risque, je vous dis, c'est que quand vous allez prendre cette première cigarette, il y a un gros risque que vous la trouviez très agréable et très bonne. Donc, il fait que vous risquez de continuer. Et donc, c'est là où peut-être vous avez besoin d'un accompagnement, d'un médecin ou d'un psychologue ou qui vous voulez. Moi, si effectivement vous faites comme pas mal de Français, vous avez réussi à vous sevrer toute seule, ça c'est formidable. Mais soyez très vigilante et à la moindre alerte, à la moindre envie irrépressible de fumer que vous devez bien connaître, que vous avez déjà eu dans le temps sûrement, cette envie qui vous tenaille. À ce moment-là, je vous conseille quand même de consulter soit votre médecin traitant, soit un centre XAPA. Vous habitez où, vous m'avez dit? toute la vie, ça? Vous habitez où?
Mondécourt. Mondécourt. Ah ben vous êtes, c'est oui, près de d'accord. Noyon. D'accord. Eh ben écoutez, vous pouvez très bien aller au XAPATCH de l'hôpital de Chauny. De Chauny. Mais cette envie, elle reste toute la vie, l'envie, quand on Non. Cette envie, elle reste pas toute la vie. Elle va revenir à certains moments un petit peu difficiles de votre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une épreuve, quelle qu'elle soit, forcément, votre cerveau va vous dire, mais tiens, vas-y, fume, tu iras mieux. Voilà. Mais ce sentiment s'estompe d'année en année. Mais bon, ça fait partie de la définition d'addiction, hein, ça. C'est vrai que Et le soulagement, si jamais on a une épreuve et qu'on fume une cigarette, le soulagement qu'on a après la cigarette, il est réel ou alors c'est juste dans la tête? Il est complètement dans la tête, mais il est réel quand même. Je vois pas quelle différence vous faites. Oui, il est réel. Vous êtes soulagé, effectivement. C'est là le piège. Mais oui, il est réel. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que c'est vrai que si on a envie d'une cigarette pendant un moment et si on laisse passer 5 minutes, j'avais lu une étude qui disait qu'après 5 minutes, si on tient vraiment et qu'on se concentre pendant 5 minutes, l'envie part. Ah ben vous posez que des bonnes questions. Ça, c'est ce qu'on appelle, justement les techniques de psychothérapie cognitivo-comportementale. Effectivement, si vous avez envie d'une cigarette, vous tenez le coup pendant 5 minutes. Mais enfin, pour tenir le coup pendant 5 minutes, il faut peut-être que votre attention se tourne sur autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans votre canapé à dire je ne fumerai pas, ça marche pas. Mais si vous vous dites tiens, je vais sortir mon chien, ou tiens, je vais faire je sais pas quoi, quelque chose qui me plaît, je vais sortir dans Mondécourt, je connais bien Mondécourt, j'y habite, alors donc je connais bien. Et donc vous faites une promenade avec votre chien si vous avez un chien, vous allez voir une amie qui fume pas, vous faites je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, qui vous effectivement fait que cette envie au bout de quelques minutes effectivement disparaît. Et c'est toujours ça de gagner. Et c'est vraiment la technique. Et donc plus on fait ça, plus ça marche. Ah oui, de toute façon. Alors après, il y a ce qu'on appelle aussi un peu le renforcement positif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez réussi une épreuve comme ça, dans votre cerveau, ça va être capitalisé comme un succès. Donc, ça va être pris pour votre cerveau comme quelque chose de bien. Et donc, plus vous réussissez ces épreuves de lutter contre une cigarette, pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, etc., plus vous allez y arriver. C'est sûr. D'accord. Donc voilà, je vous encourage. Très bien. Merci. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Oui, allez-y Céline. En tout cas, moi, je vous félicite parce que c'est très bien d'arrêter de fumer et continuer comme ça et encourager justement les personnes qui sont autour de vous qui fument, encouragez-les à faire comme vous. Allez-y, vous pouvez faire votre dédicace. Gentil. Merci pour votre soutien. Merci. Alors, je voudrais dédicacer Iris et Charlotte, Sophie, Nicolas et Christophe et Laetitia. Et voilà. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci Céline d'avoir appelé. Au revoir. Courage, continuez. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce qu'il faut les encourager, hein, docteur. Oui, tout à fait. Persévérance. Persévérance. Il faut vous encourager, vous accompagner. Et vous accompagner, voilà. Alors, docteur, c'est le mot, docteur Dominique de Muison, c'est le mot de la fin. Hein. C'est vous qui l'avez. Dites-nous tout. Ce que vous avez à dire, ce que vous voulez qu'on fasse. Alors peut-être donner. Est-ce qu'il y a un site où alors quelque chose sur Internet. J'avais un site qui s'appelle Drogue Info Service. Et dans ce site, vous avez aussi Tabac Info Service. Vous avez les deux. Vous avez d'ailleurs aussi Alcool Info Service, qui sont des sites extrêmement bien renseignés et qui peuvent aider quand même. D'une part, pour vous donner quelques petits conseils, comme on vous a donné ce soir, mais aussi qui peuvent vous donner des orientations, des adresses pour aller effectivement consulter les gens compétents en la matière. Bien, ça c'est bien d'avoir un site comme ça au moins. Donc c'est Drogue Info Service, c'est ça. Oui, et je vous dis, tabac, ou alcool. D'accord. Le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut rester sur des notes tout à fait positives, que
La dernière loi de santé a été vraiment très offensive en matière de lutte contre le tabac. Maintenant, il faut que tout ça s'installe, il faut que tout ça prenne sa place. Mais je pense qu'on est quand même dans une dynamique tout à fait positive, tout à fait fructueuse, et que les années à venir verront quand même sûrement une diminution des pathologies liées au tabac. Voilà. Merci, docteur Dominique de Muison. Docteur Vauduit. Oui, alors je profite pour... Bien sûr. J'allais pas partir sans vous donner le mot de la fin, vous inquiétez pas. La promotion. Pour vous dire que pour le mois prochain, le premier mercredi du mois de mai-juin, oui, ce sera le docteur Louz, qui est ORL à Noyon, qui va venir parler des troubles de l'audition. Pour ceux qui entendent pas bien, il va nous en parler pendant l'émission. Pendant l'émission. Docteur Louz. Docteur Louz, alors donc ça c'est dans un mois, mercredi, le premier mercredi de chaque mois, 18h, 20h, oui, avec donc Ludovic, moi-même et docteur Vauduit. Alors, docteur Vauduit, on va rappeler un petit peu votre fédération, Fédération française de cardiologie. Nous sommes partenaires, bien sûr, officiels maintenant. Nous allons rappeler quand même les activités. Je sais que c'est le mercredi et là ce soir, il n'y a pas de marche. Ah si, il y a toujours une marche, mais seulement je ne peux pas participer. Nous on n'y est pas, Nous on n'y est pas, voilà. Donc tous les mercredis, oui, à 19h, place de l'Hôtel de Ville de Noyon, oui, il y a une marche urbaine, c'est-à-dire pendant 1 heure, on marche à l'intérieur de Noyon, on sort un tout petit peu, on revient à place de l'Hôtel de Ville. C'est très bien, chaque fois on a une 30aine de participants. Et le week-end, le samedi et le dimanche, à 8h30, là c'est un peu plus loin de la ville, vers le club d'athlétisme, et il y a une marche nordique, un peu plus long, 1h30, et vous êtes tous conviés à venir bouger à votre rythme. Adhérent ou pas adhérent, on peut y aller. Adhérent ou pas adhérent, vous pouvez y aller. On se bouge, on fait attention à sa santé, attention à son cœur, attention à justement ne pas fumer. Tout ça, ça fait partie de l'info-santé que nous proposons sur l'antenne de Radio Puisalène. Oui. Radio Puisalène est notre partenaire du Globe Caisse Santé de Noyon, antenne locale de la Fédération française de cardiologie. Merci, docteur Vauduit. Merci Edwige. Ça passe très très vite, on se retrouve dans un mois. On se retrouve dans un mois. Merci à vous aussi. Merci Dr. Muison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce soir. On va les encourager. C'est vrai parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de prendre en main leur santé, surtout arrêter de fumer. Et ça, c'est très 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 important pour vous, pour votre santé. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les émissions du Club Info et Santé sur YouTube avec le YouTube de Radio Puisalène. Merci en tout cas de nous avoir suivis et très bonne soirée sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles.